Je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Le nombre de participants augmente au fur et à mesure. Bienvenue. Je me présente, je suis Séverine Cachot, je suis activatrice et facilitatrice de coopération pour des transitions économiques durables. Et au nom d'Imatera, je suis très heureuse de vous accueillir ce matin. Nous sommes 102 connectés pour le moment. Nous avons beaucoup plus d'inscrits, mais je pense qu'ils vont arriver petit à petit. Vous êtes issus de plusieurs territoires francophones, la France, la Belgique et également le Québec. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre à travers le monde. En cette période de COP26, la coopérative Imatera s'est interrogée sur la manière dont nous pourrions, à notre niveau, faire notre part. Et cette conférence en ligne est une proposition, celle d'inspirer, de vous inspirer, d'inspirer les entrepreneurs, les entrepreneuses sur la nécessité d'agir en faveur de l'adaptation au changement climatique. Vous le savez, c'est un enjeu très fort et il est nécessaire d'ajuster les stratégies à ces enjeux actuels et d'impulser d'incontournables métamorphoses. Et notamment, c'est notre cœur de métier, c'est ce qui nous tient à cœur et je pense que c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, notamment impulser des modèles économiques plus durables, plus résilients pour activer les adaptations indispensables qui doivent être les nôtres. Donc, mon rôle en ce début de conférence est de vous présenter le cadre, le séquençage et les acteurs présents aujourd'hui à l'écran que vous voyez pour vous donner envie de rester avec nous jusqu'à 9h45 et pour vous donner envie aussi d'activer ces transitions qui doivent être les nôtres. Donc pour l'animation, je suis accompagnée de Sophie Radis, directrice d'Imatera. Alors aujourd'hui, femme de l'ombre, elle est représentée par le logo Imatera. Elle est notre animatrice technique, donc elle est tout au long de cette conférence avec nous. Et puis, je suis également accompagnée de Magali Courcial qui nous accompagne également dans le cadre du fil conversation, donc le chat sur votre droite de l'écran. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions, d'exprimer ce que vous souhaitez, proposer des choses via ce chat proposé par Zoom. Et vous pouvez donc déjà le voir, certains ont déjà indiqué leur nom, leur prénom et leur lieu d'origine. Donc, n'hésitez pas à le faire. On voyage avec un impact environnemental moindre, même si on utilise un outil numérique, mais en tout cas, on n'a pas utilisé l'avion pour nous réunir aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous présenter via le chat. Donc, merci pour les témoins. Donc, vous les voyez à l'écran à mes côtés. Donc, on a 5 actrices et acteurs engagés qui ont accepté de partager leurs démarches respectives face aux enjeux environnementaux et sociétaux, et je les en remercie au nom d'Imatera. Alors, comment ça va se passer? C'est une séquence assez courte. Elle va s'articuler autour d'une introduction portant sur l'intention posée par Imatera. Et donc, c'est Michel Schwinn, sociétaire d'Imatera, co-créateur d'Imatera et président du groupe Architecte, gérant de la société Haricot, qui va introduire. Et puis, nous cheminerons ensemble autour de plusieurs témoignages. Je vais repartager mon écran pour que vous puissiez découvrir en même temps les témoins. Voilà. Donc, nous cheminerons ensemble autour de 3 grands enjeux, donc lors de 3 séquences de témoignages que j'introduirai. Donc, une première séquence qui est dédiée à l'alimentation pour tous. Comment est-ce qu'on peut contribuer aux côtés de ses clients, de nos clients, pour faire face aux limites planétaires. Donc, on va parler de production de pneus à une alimentation résiliente. Et donc, c'est Michelin qui témoignera avec 2 intervenants. Et puis, la seconde séquence est dédiée à la mobilité durable, ou comment dépasser les limites d'un modèle de production, donc de la vente de casques à une solution qui accompagne le changement de mobilité. Donc là, Decathlon sera à nos côtés. Et je précise qu'Imatera a accompagné pendant 1 an les équipes de Decathlon sur un projet Zéro casque jeté qui a eu pour but de reconcevoir un produit et le modèle économique pour viser à ce que les produits ne finissent plus incinérés ou enfuis en fin de vie. Et puis la troisième séquence qui témoignera d'un enjeu aussi très très fort, elle est dédiée à l'énergie locale
et responsable, ou comment ensemble nous pouvons lever les freins de la transition énergétique, du mix énergétique et passer à une stratégie de développement au service de tous avec une forte dimension de coopération. Et donc, Sérénissane témoignera sur cette séquence. Et pour finir, Anne Giraud, donc experte en transition énergétique et changement climatique, présidente de l'association Bilan Carbone et de l'association Renaissance écologique, sera à l'écoute des témoins, tout comme vous et nous, et elle posera en fin de séquence son regard inspirant et nous invitera à l'ouverture afin de proposer en fin de cette conférence une synthèse de nos échanges. Nous nous retrouverons en fin de conférence pour la conclusion. Merci à vous. Je passe dès à présent la parole à Michel Chouine, sociétaire d'Imatera, qui va introduire cette conférence. Merci. Bonjour à tous. Bon, on est déjà un petit peu en retard, donc je vais pas prendre la parole très longtemps. Donc, comme Séverine l'a dit, donc je suis le fondateur de la société Areco. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Areco, c'est une société qui est connue pour les systèmes de nébulisation qui sont utilisés dans les magasins, c'est-à-dire le brouillard que vous voyez aujourd'hui dans les magasins Grand Frais, par exemple. Bon, c'est nous. Donc aujourd'hui, on a démarré. Ce que je voulais témoigner, c'était surtout le fait que, en fait, ces business models sont un vecteur de développement et de croissance, et pas simplement des contraintes. Même dans un milieu très difficile comme celui de la grande distribution, que sont nos clients, c'est un sujet où on a su se développer. On a démarré donc l'activité avec les premières actions sur KPF avec l'économie de la fonctionnalité en 2012. À l'époque, on était 50 personnes à peu près, et aujourd'hui, on est 140. Donc, cela montre que même en plein développement, même avec des clients difficiles, on sait trouver des solutions, et surtout un état d'esprit, parce que je pense que le principal enseignement que j'en retire de toutes ces années, c'est vraiment un état d'esprit que l'on a créé au niveau de la société qui fait qu'aujourd'hui, en fait, quand on démarre un nouveau projet, quand on parle aux clients, on parle toujours de développement durable, de modèles économiques viables, parce que c'est très important aussi que ces modèles économiques soient viables économiquement, sinon ça ne dure pas. Et ça diffuse maintenant dans l'entreprise, et je trouve que c'est un des principaux retours que personnellement j'apprécie beaucoup, et qui montre qu'effectivement on y arrive tous ensemble et que c'est tout à fait faisable d'insuffler cet état d'esprit même auprès de clients, comme je le répète, qui sont plutôt difficiles, avec des modèles très classiques. Mais ils changent beaucoup en ce moment. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on était un peu en avance, mais aujourd'hui, on voit que ça nous aide encore plus vite, encore plus. On retravaille beaucoup avec Carrefour, avec Auchan, qui se posent beaucoup de questions aujourd'hui sur les modèles de l'hypermarché. Voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, la conférence d'aujourd'hui qui porte sur tous les grands thèmes, que sont l'énergie, la mobilité, l'agriculture, enfin voilà. Tous les grands thèmes sont touchés, et j'espère que vous en retirerez beaucoup d'inspiration pour vos propres activités. Merci en tout cas Séverine, et j'écoute avec attention. Merci beaucoup Michel. Merci pour cette introduction. Je vais donner la parole très très vite à notre premier témoignage inspirant, qui est celui de Monsieur Sébastien Spangenberger et puis Monsieur Jean-François Forissier pour Michelin. Les limites planétaires se doivent de trouver des réponses issues des écosystèmes liés aux grands secteurs de production et notamment des productions agricoles. Messieurs, c'est à vous, je vous laisse nous témoigner de votre engagement. Merci. Merci beaucoup Séverine, et bonjour à tous. D'abord, un grand merci à Imatera, puis donc Séverine et Sophie en particulier pour nous avoir invités aujourd'hui à témoigner de l'engagement d'un manufacturier de pneumatiques, ce qui n'est pas évident au départ. On peut se poser la question de savoir en quoi Michelin peut aider l'agriculture. Alors Séverine, est-ce que vous allez repartager votre écran, parce que pour l'instant on ne le voit pas encore. Donc en quoi Michelin peut aider effectivement ses clients, en l'occurrence agriculteurs, à respecter davantage l'environnement. Voilà, comme je le disais, ça n'était pas évident, mais Michelin s'est interrogé il y a à peu près une dizaine d'années déjà sur la façon dont on pouvait y contribuer en tant, encore une fois, manufacturier de pneumatiques. Et donc, c'est notre participation dont on va parler aujourd'hui. Alors, en fait, on le fait à double titre, cet engagement. D'abord parce que c'est la raison d'être de Michelin, et puis ensuite parce que sur l'agriculture en particulier, quelques enjeux
notable que vous connaissez probablement tous, mais qu'on va rappeler très rapidement en introduction. En fait, quelques enjeux s'approchent et sont déjà là d'ailleurs. Le contexte aujourd'hui mondial, pas seulement d'ailleurs français, appelle au changement. Est-ce que nous avons fait complètement notre mue vers des modèles économiques nouveaux? On en reparlera à la fin, pas encore, mais on y travaille, on le verra. En tout cas, on a démarré. Alors, ces enjeux, quels sont-ils? D'abord, vous le savez, la population qui croît chaque jour. 9 milliards d'habitants sur notre planète en 2050. Cela pose évidemment quelques questions en termes d'agriculture raisonnée. Et puis, cette croissance de la population se double en fait d'un accroissement aussi du niveau de vie moyen de la population sur Terre, qui fait que d'ici 2050, c'est pas seulement finalement l'augmentation de la population, mais un besoin en calories qui devrait augmenter de 70% d'ici là, en calories, donc en alimentation. En parallèle de cela, et c'est de là que vient le problème, nous le savons tous, notre Terre, elle est ce qu'elle est. Et les terres arables, alors là, cela va un tout petit peu trop vite, mais les terres arables disponibles pour l'agriculture sont en quantité limitée. D'abord parce que le ruissellement, le passage des engins agricoles aussi provoque une érosion des sols qui concerne aujourd'hui un quart des terres françaises, par exemple, ou même près de la moitié des terres européennes. Et puis parce que l'urbanisation aussi, alors on donne un exemple effectivement en bas à gauche, en France en particulier, l'équivalent d'un grand département français disparaît tous les 10 ans quand même, à cause de l'urbanisation. Et tout cela, effectivement, provoque cette érosion et le fait que dans le monde, d'une manière générale, dans les 40 prochaines années, nous pensons que la croissance des terres arables disponibles pourrait ne pas dépasser 5% pour 69% de besoins alimentaires en plus. On comprend tout de suite, effectivement, quel est l'enjeu pour, effectivement, demander encore plus aux terres disponibles, mais évidemment de la façon la plus respectueuse possible de l'environnement pour que ce soit pas seulement une production augmentée à court terme, mais à plus long terme. Parce qu'en parallèle, le rendement agronomique est en baisse constante. Et l'agriculture intensive en particulier est responsable très clairement, ça a été montré à de maintes reprises, d'une baisse des teneurs en matière organique et de la biodiversité dans les sols, et en particulier la couche supérieure. Et nous avons aussi lié un certain nombre de pratiques, et notamment du passage d'engins agricoles, un tassement des sols qui perturbe toutes les fonctions du milieu, notamment la filtration de l'eau, la capacité de l'air aussi à respirer. En fait. Et cette capacité de l'air à respirer est directement en fait la raison pour laquelle le sol ne stocke plus aujourd'hui le carbone et un certain nombre d'autres gaz à effet de serre. Et donc l'agriculture participe en fait au changement climatique et à la pollution de la terre. Donc voilà, il y a 10 ans, on s'est posé la question de savoir comment, en tant que pneumaticien, on pouvait participer à ça. Et le dernier élément que j'ai mentionné, le tassement des sols, était pour nous un levier sur lequel nous pouvions agir. Et c'est Jean-François, qui est directeur marketing de l'agriculture en particulier, qui va nous en parler. Bonjour à tous, c'est effectivement un plaisir de m'adresser à vous. Et en fait, compaction des sols, c'est vraiment un sujet clé pour nous. Il est clé parce que nous avons décidé de travailler sur les aspects technologiques sur lesquels nous pouvions agir de notre côté. Donc, dès 2002, on lance un programme pour faire des pneus à très basse pression, histoire d'apporter notre brique à cet édifice de respect du trésor qu'est la terre pour l'agriculteur, en évitant son tassement. Et donc, dès 2004, nous sortons notre premier pneu qui a une dénomination qui est Ultraflex, qui veut dire ultraflexion, un pneu capable de fléchir de manière complètement impressionnante, tout en conservant son endurance tout au long de sa vie. Et ceci donne lieu à un brevet qui nous permet de ce fait de commercialiser un pneu très respectueux de la partie liée au sol lui-même et aux dégâts que fait le passage de véhicules, d'engins sur le terrain. En 2013, on a même
réalisé la sortie d'un pneumatique de très grande largeur. 900, c'est la largeur en millimètres de ce pneumatique. 46 pouces, c'est la taille de la jante sur laquelle il est mis. C'est le plus gros pneu de tracteur au monde. Et c'est impressionnant parce que sur un énorme tracteur, on peut le mettre avec seulement 0,6 bar. Et regardez à gauche la petite information, hein, grâce à des pneus Michelin Ultraflex, un tracteur qui pèse 8 tonnes peut rouler avec une pression de 0,6 bar dans le champ, ce qui est quand même 4 fois moins que ce que fait votre voiture. Et de ce fait, c'est extrêmement respectueux du sol dans le champ. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. Et pousser encore le bouchon un peu plus loin, eh bien, c'est prendre en compte une réalité. Un tracteur, il va au champ et il va sur la route. Au champ, il a besoin de performance, de respect des sols, comme on vient de l'évoquer. Il a besoin aussi de performance, de confort, de durée de vie au sens de l'usure liée à la raréfaction des matériaux pour demain. Et il a besoin de limiter sa consommation de fuel sur route. Et donc, en 2017, nous avons décidé de racheter le numéro 1 mondial du télégonflage qui s'appelle PTG et ainsi faciliter l'adaptation des pressions aux usages. Divers usages dans le champ, mais surtout le grand écart qu'il y a entre l'usage sans très basse pression et l'usage route qui, lui, va chercher à être à une pression bien plus élevée et plus respectueuse de tout ce qui est émission sur la route. La compaction des sols, c'est un engagement technologique, mais c'est aussi un engagement écologique. Et depuis un certain nombre d'années, nous travaillons avec des partenaires, en particulier universitaires, à comprendre comment améliorer les rendements. Et en fait, ce sujet de la compaction des sols est positif, démontré par Harper Adams University, avec qui nous travaillons depuis 10 ans sur la Grande-Bretagne, sur l'Amérique du Nord, mais aussi avec l'Université du Mato Grosso pour prendre en compte le cas de l'Amérique du Sud, un cas brésilien extrêmement intéressant aussi. Et chaque fois, nous montrons à peu près 4% de gains en rendement agronomique obtenus par ce biais. Si tout le monde utilisait des pneus ultra flex, ces pneus très basse pression pour faire sa culture de blé, eh bien, nous pourrions avoir 23 merci de revenir au slide précédent, merci. 23 millions de tonnes qui seraient produits chaque année en plus, sans la moindre adjonction de produits, sans engrais, sans choses comme ça, simplement en respectant le petit trésor qui s'appelle la terre. Nous pensons qu'à travers ce travail sur la compaction des sols, nous participons à préserver la santé du sol parce que, à force de passage dans les champs, régulièrement, l'agriculteur est obligé de faire un travail dit de sous-solage, donc d'aller passer en dessous de la semelle de labour pour exploser le sol et permettre à nouveau le développement racinaire d'une part et la remontée d'eau par capillarité. Et bien, si au lieu de faire un passage tous les 2 ans, je fais un passage tous les 4 ans, c'est bon pour la santé du sol et toute la vie biologique à l'intérieur. Nos petits copains, les vers de terre, sont enthousiastes si on ne vient pas les secouer trop violemment. Et puis, c'est aussi cette activité de sous-solage, une activité très consommatrice en énergie, très consommatrice en temps homme et en puissance de tracteur. L'autre point qui a été travaillé avec des spécialistes de la compréhension des mécanismes qui se passent dans le sol, c'est la limitation d'émissions d'un certain nombre de gaz. Vous voyez à gauche, dans le saviez-vous, le protoxyde d'azote, c'est quand même un gaz à effet de serre qui est 300 fois plus impactant que le CO2 pour notre planète. Donc, limiter ces émissions, c'est quelque chose d'extrêmement clé. Or, un gaz comme celui-ci, le protoxyde d'azote, se forme dans les sols, particulièrement quand ils sont en milieu anaérobique, un milieu qui n'a pas assez d'air.
Or, un sol très compacté est un sol qui est parfaitement propice à la génération de protoxyde d'azote. Donc, stop au tassement du sol, stop à cette génération de protoxyde d'azote. Nous voulons aussi travailler beaucoup à aider à stocker le CO2 et des sociétés comme l'INRAE et comme plein d'autres sont des organismes qui ont beaucoup travaillé sur la puissance de feu qu'il y a à mettre en œuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement et en particulier contribuant à l'enfouissement de carbone dans le sol, contribuant à faire de la séquestration de CO2, par exemple par des pratiques de culture moins centrées sur le labour, par des pratiques avec beaucoup de couverts végétal, etc., qui participent à cet effet-là. Enfin, tasser moins le sol, passer avec des engins moins intrusifs dans ce sol, c'est protéger de l'érosion. 20% des terres françaises sont aujourd'hui en danger d'érosion. Or, Sébastien l'a dit, nous avons 5% de terres arables en plus à horizon de 2050. Il faudra être très précautionneux avec les terres dont nous disposons. Et donc, c'est cette logique qui nous a amené à d'abord travailler sur la compaction des sols, nous amène à maintenant être en partenariat avec d'autres acteurs de cet écosystème agricole. Nous connaissons tous un peu parce que ce monde est petit, mais c'est un monde qui pourrait être très fort dans ses synergies, très transcendant pour aider l'agriculteur à faire vraiment beaucoup mieux dans ce domaine-là. Merci Jean-François. Alors de façon à essayer de regagner une minute, je vais aller vite sur et demain. Parce que vous l'avez vu jusqu'à présent, l'engagement il a surtout été technologique, en fait, en faisant des pneumatiques qui, au-delà de durer plus longtemps, etc., permettaient effectivement une agriculture plus respectueuse de l'environnement parce que, comme l'a dit Jean-François, en diminuant la pression dans les pneumatiques, on élargit en fait la surface au sol des véhicules et donc leur poids au centimètre carré. Maintenant, comment aller davantage vers des modèles économiques de la coopération et de la fonctionnalité? Je vais en parler rapidement. Alors, on s'apprête malheureusement, à quelques jours près, c'est un peu tôt pour en parler, mais on s'apprête à s'engager effectivement, en particulier avec l'INRAE et puis d'autres personnes de l'écosystème agricole à s'engager dans le cadre d'une association française en particulier, mais aussi avec une autre initiative aux États-Unis. On s'apprête à s'engager avec l'ensemble de l'écosystème parce qu'en tant que pneumaticiens, nous ne pouvons rien faire tout seuls. Donc, c'est bien là où on va devoir coopérer. Depuis très longtemps, on travaille par exemple main dans la main avec l'Imagrin, qui est aussi le quatrième semencier mondial basé à Clermont-Ferrand. Donc, travailler en coopération avec l'ensemble de l'écosystème est au cœur de notre stratégie pour vraiment faire bouger les choses. Et puis le deuxième, en termes de modèles économiques, de la fonctionnalité, on va peut-être même essayer d'aller au-delà, de faire payer par exemple demain, non pas un pneumatique, mais une heure de labour par exemple. On va essayer, pourquoi pas, de facturer des progrès réalisés dans le cadre sur les bénéfices dont nous avons parlé, par exemple, effectivement, le stockage du CO2. Et donc, ce que demain nous pourrions facturer dans notre modèle économique, c'est pas tant un pneumatique qu'un gain de CO2. Voilà, donc c'est ce qu'on appellera le paper gain, qui va même au-delà du paper use, en fait, qu'on utilise ce terme anglophone. Donc voilà, en termes de perspective, les pistes qu'on travaille pour effectivement non seulement changer nos pneumatiques, mais aussi changer nos modèles économiques. Voilà. À nouveau, merci beaucoup Séverine pour cette opportunité. Merci à vous, messieurs. Vous illustrez pleinement l'économie de la fonctionnalité et de la coopération dans vos projets de rémunérer les bénéfices auprès de vos parties prenantes. Donc, merci beaucoup de ce précieux partage qui illustre la forte possibilité de faire des impacts négatifs, de nos impacts négatifs, de réelles sources d'innovation. Pour que chacun des acteurs assume sa responsabilité tout en étant porteur de solutions nouvelles, envisageables pour construire un monde ensemble. Donc, merci de ce partage précieux. Je vous invite, Jean-François et Sébastien, à répondre au fil de discussion. Vous avez eu de nombreuses questions et propositions dans le fil de discussion et dans la session questions-réponses. Donc, je vous invite à répondre aux participants. Je vous remercie. Bien volontiers.
Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Jean-Sébastien Tronchon, leader développement durable retail chez Decathlon France. Au moment du projet, il a de nouvelles fonctions aujourd'hui. Jean-Sébastien va ainsi illustrer la question du dépassement des limites d'un modèle de production et témoigner du cheminement de la vente d'un casque à une solution d'accompagnement au changement de mobilité. Jean-Sébastien, je te laisse la parole. Merci. Merci Séverine. Merci Séverine. Bonjour à toutes et à tous. J'ai beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui, donc je vais essayer d'être très synthétique. Je vais vous raconter une histoire de trois jeunes un peu foufous dans une grosse machine qui est Decathlon. J'ai entendu qu'il y avait quelques personnes francophones, québécoises notamment, pour replacer le contexte. Decathlon, c'est une entreprise de conception, production et distribution d'articles de sport, qui est né en France il y a une petite cinquantaine d'années. Et maintenant, c'est à peu près 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 1000 points de vente partout dans le monde. Et dans ce modèle issu du retail et de la grande distribution, on a il y a quelques années, il y a 2 ans, en fait c'est assez récent, tenté de chahuter un peu ce modèle qui arrive à ses limites et qui arrive à bout de souffle. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Maintenant, on commence à comprendre le sujet. Je vais terminer par la conclusion et ce qu'on a réussi à obtenir. Et ensuite, je vous raconterai un peu cette histoire-là. On est donc passé effectivement de la vente de matériel, qui est notre activité historique dans cette expérimentation, à la vente d'un programme de changement de mobilité, qui est l'effet réel, finalement, recherché par nos utilisateurs quand ils viennent acheter des produits concernant la mobilité durable, qui était le champ de notre expérimentation. Parce que chez Decathlon, on travaille tous les sports, c'est notre particularité. Et là, on s'est concentré sur les articles liés à la mobilité durable et notamment vélo. Et on a réussi à faire baisser l'impact carbone du produit casque. C'est pour ça que ce projet s'appelait Zéro casque jeté, de 67%, ce qu'on n'avait jamais réussi à faire dans le cadre d'une éco-conception classique. On a contribué aussi à participer à 80% des apports sportifs journaliers recommandés par l'OMS, et puis également de faire économiser à nos utilisateurs 84 € par mois en laissant un peu plus souvent leur voiture au garage pour une mobilité plus décarbonée. Et du coup, comment on est arrivé à cette jolie copie? L'historique, c'est un projet qui s'appelait Zéro produit jeté, que j'ai animé pendant 4 ans, où on s'est attaché à faire disparaître les produits qu'on jette en magasin. Ça part de là. Et quand on s'intéresse aux déchets d'une entreprise, c'est un petit peu, certains de mes amis gastro-entérologues ne diront pas le contraire, quand on s'intéresse aux déchets d'une entreprise, c'est comme quand on s'intéresse aux déchets du corps humain, on apprend plein de choses et on met le doigt sur beaucoup de dysfonctionnements de notre modèle. Et nous, c'est ce qui nous a intéressé, de fouiller les poubelles de nos magasins et de s'intéresser, mais pourquoi finalement, à un moment donné dans notre modèle, ça devenait des déchets. Et donc, on a mis en place un certain nombre de solutions curatives, comme la revente de ces produits d'occasion, comme la réparation sur des process qui avaient disparu de chez Decathlon, puisqu'historiquement, même si on répare beaucoup de produits chez Decathlon, par exemple, la couture avait disparu depuis une vingtaine d'années de nos magasins. On a travaillé également des procédures de dons avec un écosystème plutôt autour de l'économie sociale et solidaire et des réseaux autour de la solidarité, sur des produits qui avaient encore plus de valeur marchande pour nous, mais qui étaient parfaitement bons dans l'usage. Et puis les premiers programmes de recyclage. En travaillant ces premiers programmes de recyclage, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la majorité de nos produits n'étaient pas conçus pour qu'à la fin de la vie, ils soient recyclés. Et donc, à la fin de vie de nos produits, mais comme c'est le cas d'une grande partie, malheureusement, des produits de grande consommation, ils finissent incinérés ou enfouis. Et donc, finalement, ces projets étaient plutôt curatifs et prolongeaient la durée de vie du produit, ce qui est une bonne chose, mais ça ne résolvait pas le problème de la réelle fin de vie. Une fois qu'on l'avait revendu une fois, 2 fois d'occasion, puis une fois sur le bon coin sans nous, puis une fois réparé, puis à la fin, ça finit quand même incinéré ou enfoui. Et donc, on a voulu aller plus loin. Et là, on s'est dit 2 choses. Déjà, il faut reconcevoir de zéro le produit, parce que chez Decathlon, et d'ailleurs, on n'en a pas trouvé beaucoup, il n'y a pas encore beaucoup de produits qui sont conçus recyclables. Et conçus recyclables, c'est pas simplement technique, c'est pas simplement on s'assure que le produit soit démontable, que les composants soient recyclables, c'est aussi derrière qu'il y ait une filière et qu'il y ait une filière, je dirais, rentable et établie. Parce que vous avez beau faire un produit qui est recyclable techniquement, si une fois qu'il arrive en fin de vie, il n'y a personne pour vous le reprendre, personne pour vous le racheter, et il finira incinéré ou enfoui. Donc il y avait ce challenge-là de reconcevoir ce produit. Et très rapidement, on s'est rendu compte que dans notre modèle linéaire de distribution, où on extrait de la ressource naturelle,
on conçoit, on développe, on produit, vous utilisez nos produits et on les jette, puisque finalement c'est le modèle linéaire qui rassemble nos entreprises pour la grande majorité, on n'arriverait pas à équilibrer ce modèle économiquement. On a testé plusieurs choses, la consigne, on a testé un peu de location, on n'a pas trouvé de modèle vertueux pour faire tourner le sujet. Et puis il y a 3 ans, j'ai croisé la route de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, et dans ce projet, on a fait différents benches de structures qui pouvaient nous accompagner parce qu'on était convaincus d'une chose, c'est que, c'est Einstein qui le disait et je le crois beaucoup, il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Il y a plein de phrases différentes qui s'apparentent à ça, mais je crois que quand on est dans un modèle, et notamment depuis 50 ans chez Decathlon, c'est très difficile par nous-mêmes de se dire on va réinventer un truc de zéro, ça va être génial. On est face à des modèles mentaux très ancrés, des réflexes, des manières de compter les sous, des manières d'investir, des manières de percevoir le temps extrêmement particuliers. Et c'était le premier message que je voulais faire passer aux personnes qui nous regardent et qui sont en cheminement. Je pense qu'il ne faut pas y aller seul, ou alors vous risquez de mettre beaucoup de temps. J'y reviendrai par la suite. Donc, on a décidé de se faire effectivement accompagner par Imatera là-dessus pour repenser la conception. Finalement, chez Decathlon, on sait plutôt bien concevoir des produits. Par contre, reconcevoir le modèle économique, ça, on ne savait pas faire. Et du coup, on a réalisé ça. Donc, on est parti de quelque chose qui est fondamental dans la reconstruction de ces modèles, c'est le sens. C'est de se dire, mais pourquoi en fait? Pourquoi on vend des produits et notamment pourquoi on vend des casques? Et en tirant la bobine de ça, en questionnant nos utilisateurs, en questionnant nos parties prenantes, eh bien, nous avons déterminé une raison d'être qui était effectivement de se dire, en fait, les gens ils nous achètent des produits, donc du coup, ça s'est étendu à d'autres typologies de produits que le casque, des produits de mobilité pour laisser un petit peu plus souvent leur voiture au garage. Donc finalement, ils ne nous achètent pas un casque pour avoir un casque. Ça, ce n'est pas le sujet. Donc en quoi ils sont réellement intéressés? Eh bien, c'est bien qu'on les aide à décarboner un peu leur mobilité. Et donc, on a réuni une dizaine de partenaires, puisque chez Decathlon, on peut proposer du matériel, mais finalement, si demain, je vous vends un vélo et un casque, ce n'est pas pour ça que vous laissez votre voiture au garage. Vous ne savez pas forcément quel itinéraire emprunter, vous ne savez pas le plus sécurisé, le moins pollué, vous ne savez pas forcément comment faire, parce que rouler en ville, ce n'est pas rouler le week-end dans les forêts, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même pratique, et c'est d'ailleurs un des premiers freins à la mobilité urbaine, c'est la sécurité de soi et de son matériel. Donc chez Decathlon, on pouvait toucher une petite partie de cette raison d'être, mais finalement, on avait aussi besoin de beaucoup d'aide d'associations locales. On a travaillé avec l'association du droit au vélo sur la métropole lilloise, parce que je suis basé dans la métropole lilloise. On a travaillé avec des assurances, une mutuelle. On a travaillé avec, bien évidemment, la métropole, avec Atmo, qui nous accompagnait sur la pollution de l'air pour trouver les meilleurs itinéraires. Bref, il y a quelque chose, et c'est la deuxième chose que je voulais poser pour les gens qui se questionnent dans ce changement de modèle, c'est que je crois qu'on a entendu depuis 50-60 ans, enfin j'ai entendu depuis que je suis né, qu'une des lois fondamentales du vivant qui gérait notamment les marchés, c'était celle de la compétition. Et on se marche beaucoup dessus, on parle de prise de part de marché, une des grosses découvertes de la coopération, et c'est qu'aujourd'hui, je vois plutôt plus trop de concurrents, mais plutôt des partenaires potentiels, en se disant, mais si on est tous centrés sur la même raison d'être, si on est tous centrés pour vouloir faire avancer le même pourquoi, il y a forcément un moyen de s'entendre. Et je crois que c'est une des pierres fondamentales pour poser les briques d'un nouveau modèle économique. Et c'est très en opposition, personnellement, avec ce que je vivais chez Decathlon, mais pas simplement. Je trouve dans le monde économique global, on oublie souvent que, et c'est un super bouquin de Gauthier Chapelle et de Pablo Servigne, que la loi de l'entraide et la loi de la coopération, c'est une des lois principales qui gère le vivant et pas la compétition. Et c'est un vrai apprentissage de ce projet. Je fais un petit check de timing pour ne pas me faire taper sur les doigts, j'ai encore un petit peu de temps. Et donc, effectivement, c'est une approche assez rupturiste, en fait totalement rupturiste, puisque vous imaginez, Decathlon, on conçoit, on développe et on vend des produits. Voilà. Puis une fois que vous avez votre produit, je dirais, vous vous débrouillez. On scrute les avis clients, on s'attache beaucoup à la qualité, on vous aide à les réparer quand ils ont été conçus réparables. Une de nos valeurs fondamentales chez Decathlon, c'est la responsabilité. Donc, on essaye de faire notre travail le mieux possible, avec la plus grande qualité possible. Néanmoins, notre modèle, c'est le volume.
Et c'est le troisième message que je veux vous passer. Ce qui est intéressant avec la transformation assez rupturiste de ce modèle, c'est qu'on n'est plus tellement intéressé par le volume, puisqu'on se rémunère sur les effets qu'on génère. Et donc, quand je vous dis qu'on arrive à obtenir à peu près 70% de baisse d'intensité carbone, quand on arrive à obtenir de manière quantifiée le fait qu'on contribue à 80% de l'apport en meilleure santé pour les gens selon les recommandations de l'OMS et qu'on arrive à les faire économiser 84 € par mois aux gens, ben ça a de la valeur. Et quand on arrive à monétiser ça, quand on arrive à changer un peu le modèle de contractualisation plutôt que, bah, écoute, je te vends un vélo et puis, Inch'Allah, quoi, bon courage, après, c'est plus mon problème. Ben, quand on arrive à monétiser ça, eh ben, on est beaucoup plus intéressé par la durabilité du produit. On est beaucoup plus intéressé sur justement l'efficacité réelle de notre modèle vis-à-vis des effets produits et pas simplement le volume d'articles produits. Et donc, je ne vais pas vous faire le cours, vous avez bien compris toutes les externalités positives que ça pouvait apporter en termes environnemental, bien sûr, social, puisqu'on fait travailler, et dans ce projet, c'était un très bon exemple, des emplois locaux non délocalisables et multistructures. Vraiment très intéressant. Et puis monétaire, puisqu'on se rend compte que si dans ces modèles de pensée très différents, souvent il est nécessaire d'investir beaucoup à la base, eh bien ce sont des modèles dans un temps long, et je vais y revenir tout de suite après, qui souvent génèrent une marge qui est vraiment très intéressante pour cet écosystème de partenaires. Et ce sera le dernier point, peut-être avant une petite citation pour conclure, parce que moi j'aime bien les citations. C'est le quatrième message que je voudrais vous passer, qui est pour moi le plus grand défi de ces changements de modèle. Et du coup, en plus, quand je parle de changement de modèle, c'est bien un changement de modèle systémique. Donc, c'est pas simplement Decathlon qui souhaite faire son truc, c'est un changement de modèle de société. C'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça que les imaginaires sont à recréer. C'est notre défi immense de nos entreprises d'intégrer le temps long dans nos décisions. Et ça, c'est la plus grosse difficulté que l'on a encore, puisque ce projet, pour l'instant, est à l'état de pause. Nous avons expérimenté, nous l'avons confronté réellement à des utilisateurs. Nous avons les gains que je vous donne, c'est des vrais gains, ce n'est pas des gains intellectuels. Néanmoins, là, notre entreprise doit faire face à ce défi, vraiment, je le répète, immense, d'intégrer le temps long dans nos décisions pour aider à pivoter au risque d'être perpétuellement dans la recherche de profits à court terme, voire à ultra court terme, tout en sachant très bien, et nos dirigeants sont parfaitement lucides, c'est là où ça crée pas mal de schizophrénie, que ce modèle est quand même amené à disparaître, qu'on le veuille ou non. Je lisais hier, pour terminer, un article très intéressant de Denis Meadows, Monsieur Meadows, qui a fait le rapport Meadows, donc du Club de Rome des années 70, qui est encore en vie aujourd'hui. Et un rapport très intéressant qui a posé des bases très concrètes de ce qui nous arrive aujourd'hui, notamment sur le plan environnemental. Et aujourd'hui, je crois que nos entreprises, pour la plupart, cherchent à s'améliorer, cherchent à régler parfois les symptômes. Et il prend un exemple assez brutal, je le précise par avance, et il dit, quand vous avez un cancer et que vous avez des maux de tête, soit vous soignez les maux de tête, puis vous prenez un aspirine, puis ça passe un peu, mais vous avez toujours un cancer. Et je crois que c'est notre modèle au sens large, bien évidemment, qui doit changer. Et si on s'attache uniquement à guérir les symptômes, on n'arrivera pas à transformer, et notamment avec la vitesse nécessaire, notre société pour faire face aux enjeux qui sont déjà présents. Et il dit, et je terminerai là-dessus, avant de répondre à vos questions via le chat notamment, il dit, le journaliste lui pose la question, si vous deviez dire quelque chose à nos enfants aujourd'hui pour qu'ils puissent vivre dans ce monde-là qui est en train d'arriver et qui va être radicalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, il dit, moi je vous conseille d'apprendre à vos enfants qu'être heureux, c'est d'avoir assez et pas toujours plus. Et je crois que c'est une belle métaphore pour illustrer le projet qu'on a essayé de mener. C'est cette espèce de culture qui se contre entre le fait d'avoir assez, de résoudre des problèmes actuels pour les hommes et la planète, qui est, à mon sens, l'objet social d'une entreprise, qui a pour conséquence de réaliser des bénéfices pour continuer à mener sa mission. Et peut-être que cette terre du toujours plus, en tout cas j'en suis convaincu personnellement, doit s'arrêter au plus vite. Et je trouvais que cette phrase était
était chouette et relatait bien la magnifique expérience qu'on a vécue sur ce projet-là. Donc, merci beaucoup à Imatera pour cet accompagnement riche, parce que peut-être que le plus beau cadeau qu'on s'est fait au début du projet, c'est d'avoir l'humilité de se dire qu'on n'y arriverait pas tout seul. Et on a bien fait, parce que d'autres entreprises pionnières ont déjà fait ça depuis des années. Michelin, notamment sur des offres comme Effitailleur, voilà, je trouve c'est très inspirant et pionnier, et je trouve ça dommage de réinventer la poudre toujours de son côté par soi-même en pensant qu'on va y arriver, alors qu'en fait, il suffit de coopérer. Merci à tous. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci à toi de ce partage sincère à taille humaine qui illustre la force des coopérations et puis qui illustre aussi les points de fragilité, les freins, mais dans une dynamique toujours positive. Donc, merci à toi pour ce témoignage. Je donne cette fois-ci la parole à Donald François, président fondateur de Serenison Energy, et Alice Gobert, directrice développement, qui vont nous témoigner de l'impulsion qui sont les leurs concernant l'enjeu du mix énergétique et de la consommation énergétique. Donald et Alice, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Séverine, et merci Séverine et Sophie de nous avoir invités à participer à cette conférence et partager quelques idées. Et bien sûr, quand vous nous avez proposé de participer à une conférence qui s'appelle Agir pour faire face au bouleversement climatique et aux crises sociétales, j'ai tout de suite dit présent, parce que Serenison est né effectivement de ce constat que la transition énergétique n'allait pas assez vite et surtout qu'elle n'était pas suffisamment inclusive. Toutes les démarches qu'on dira gouvernementales avaient des bonnes intentions, mais excluaient toujours une partie de la population. Et je me suis dit qu'il y a forcément des nouveaux modèles à imaginer pour sortir un peu de ces cycles de confrontation, pour trouver des cycles de coopération, pour trouver le modèle de demain. Donc, Serenison est une start-up focalisée sur la transition énergétique. Nous sommes basés à Aix-en-Provence au sein du Technopôle de l'Arbois de l'environnement, avec plein d'autres start-up qui réfléchissent à ces nouveaux modèles. Et donc, notre entreprise que j'ai fondée en 2018 est née de cette envie de changer le modèle. Et surtout, un constat, c'est que l'entrepreneuriat a son rôle à jouer pour accélérer ces changements de modèle, pour accélérer la transition énergétique. Et donc, Serenison, concrètement, nous développons des communautés locales d'énergie renouvelable. C'est un nouveau modèle économique au service donc, de cette transition énergétique, axé sur les circuits courts de l'énergie. Et donc, du coup, c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Donald, en fait, la coopération est au cœur en fait, de notre modèle. Jean-Sébastien disait qu'effectivement, c'est bien de réfléchir différemment et de ne pas être forcément toujours dans cette compétition en fait, qui existe entre les entreprises. Nous, notre idée, c'est vraiment d'avoir la coopération qui est au cœur du modèle. Parce que notre concept de communauté, il ne peut se faire qu'avec les autres. On est obligé de coopérer, de faire coopérer les différents acteurs. En fait, c'est à la fois notre plus grand défi et c'est à la fois notre plus grosse difficulté, parce que faire communiquer des gens qui viennent d'univers différents, c'est pas simple. Mais on est persuadé qu'il faut, pour accélérer la transition énergétique, avoir une approche écosystémique, c'est-à-dire tenir compte des différentes parties prenantes qui sont concernées par ces projets. Et on y a beaucoup travaillé, notamment grâce à l'accompagnement avec Imatera. Ce qu'on voudrait éviter, en fait, c'est l'effet les gilets jaunes qu'on a pu connaître, où quand on a voulu mettre en place une taxe sur les carburants en faveur de la transition écologique, finalement, on a obtenu l'effet inverse, où des gens se sont sentis sur le bord du chemin, pas pris en compte, et du coup, ça a amené une insatisfaction importante des personnes qui, eux-mêmes, auraient dû être directement concernées. Donc, on veut vraiment éviter ce genre de crise et inclure en fait les différentes parties prenantes dans le modèle. Comment on s'y prend? En fait, on essaye de permettre à des acteurs multiples d'un territoire, parce que notre système, en fait, c'est de partager de l'énergie verte au niveau d'un territoire. Et c'est d'essayer de faire communiquer en fait ces acteurs multiples. Ça peut être, par exemple, une collectivité, ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises qui, au niveau d'un territoire, vont partager
une énergie verte qu'on produit localement. Donc, par exemple, là, on est en train de développer une communauté locale près d'Aix. Et en fait, on met des panneaux solaires sur des bâtiments et on partage l'énergie avec les acteurs de ce territoire-là. Donc, c'est important, en fait, de faire comprendre à chacun son intérêt, l'intérêt du collectif, et que chacun apporte sa pierre à l'édifice, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Donc, on essaie plus de réfléchir au niveau du territoire qu'au niveau d'un acteur. On n'est pas juste, on ne travaille pas que pour la collectivité ou que pour les particuliers. On essaie de faire communiquer tous ces acteurs entre eux. On essaye aussi de faire tomber les barrières entre le public, le privé, entre le B2C et le B2B. C'est vrai que ce sont des barrières qui sont ancestralement en place, et le monde du public ne fonctionne pas de la même manière que le monde du privé, par exemple. Donc ça, c'est très important d'essayer de faire communiquer ces différents mondes. Donc, on fait des réunions d'information pour que les gens se rencontrent. On essaye d'échanger, de partager, et on essaye aussi de ne pas essayer de convaincre les gens, mais de les emmener avec nous, en fait, de leur donner envie de nous rejoindre. Et ça, je pense que c'est un élément important sur la partie, pour passer d'une stratégie de développement au service de tous, c'est vraiment de donner envie à tous de nous rejoindre, même si on sait qu'on n'embarquera pas tout le monde sur nos projets. Donc ça, c'est important. Et notre idée, c'est aussi de coopérer aussi avec des acteurs de notre marché qui peuvent être initialement perçus comme des concurrents et qui finalement, qu'on va transférer en partenaires, en coopérateurs dans nos projets. On s'est associé parfois à des plus gros que nous sur le développement de panneaux solaires parce qu'on sait que techniquement, ils sont meilleurs que nous et que nous, on est plus fort sur la partie animation des communautés, et que donc, en fait, on a besoin aussi de nos concurrents, en fait, pour avancer et pour mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place. Et par contre, pour ça, ce qui est important, c'est de réussir à lever les freins avec des solutions innovantes. Tout à fait, c'est effectivement le cœur du sujet. Donc, c'est vrai qu'en tant que start-up, si je me compare par exemple à Decathlon ou Michelin, quand on veut mettre en place des solutions innovantes, on n'a pas l'ordre établi, j'ai envie de dire, de 50 ou 100 ans d'existence qui rendent les choses difficiles en interne. Donc, on arrive à imaginer des solutions innovantes. Par contre, les freins qu'on rencontre, c'est bien sûr dans l'écosystème dans lequel on s'intègre. Et aujourd'hui, par rapport au projet qu'on développe, ce que je peux partager avec vous, c'est qu'on constate effectivement les difficultés dans le système énergétique en France, avec des acteurs dans un modèle très centralisé. Et nous, on prône la décentralisation. Donc, on est dans un contexte où il faut faire bouger la Commission de régulation de l'énergie, il faut travailler avec le ministère de la Transition énergétique pour réfléchir à des dispositifs qui favorisent ce type de modèle. Et vous l'avez tous constaté ces derniers mois, il y a beaucoup de pression pour rester statique, ou en tout cas essayer d'imaginer le modèle de demain avec le modèle centralisé d'hier. Et vous comprendrez que je ne suis pas dans un débat à savoir est-ce qu'il faut faire le tout nucléaire centralisé ou décentralisé. On est aujourd'hui dans une transition, il faut essayer d'imaginer comment faire avec toutes les possibilités qu'on a, mais il y a néanmoins beaucoup de pression à rester statique. Donc, comment lever ces freins? Donc, nous, le pari qu'on a pris, c'était plutôt que de partir de haut, aller à Paris voir les ministères, c'était de développer un projet pilote, trouver des coopérateurs, des acteurs qui étaient prêts à se lancer dans cette aventure pour challenger le modèle établi, pour démontrer l'intérêt et la faisabilité d'une nouvelle façon de voir la production d'énergie en France, avec un mix décentralisé et centralisé qui peut faire sens sur les 50 à 70, voire 100 prochaines années. Donc, c'est le pari qu'on a pris. Je ne vous cache pas que la complexité, y compris sur ce projet pilote, c'était de proposer, par exemple, à la collectivité territoriale et locale, donc la commune en l'occurrence, de participer au projet, alors qu'elle était quand même très contrainte par un code des marchés publics qui lui permet de faire certaines choses, mais pas d'autres. On a quand même été voir le ministère de la Transition énergétique qui était très allant pour notre projet et qui a d'ailleurs fait évoluer la réglementation pour le faire. Mais on se rend compte que même au niveau du ministère, qu'il y a des très bonnes idées.
il y a le ministère des Finances en face, Bercy, et qui ne travaille pas en coopération avec le ministère de la Transition écologique pour trouver des modèles qui font sens. Donc on voit qu'on est quand même heurté à des modes de fonctionnement dans le cadre de ces innovations qui nécessitent d'évoluer. Donc on est là pour faire bouger les lignes en inventant des solutions innovantes, des modes de contractualisation innovantes avec les collectivités et contribuer à l'évolution de la réglementation en matière d'énergie renouvelable. Donc ce proof of concept qu'on développe aujourd'hui, on va l'inaugurer d'ailleurs demain, donc on est en plein dedans. Il est en train de démontrer via ce proof of concept qu'il y a un intérêt et une utilité à développer des communautés locales d'énergie renouvelable qui intègrent, comme Alice le disait, les collectivités territoriales, les riverains d'un territoire, les entreprises qui y vivent et qui y prospèrent, parce que ces acteurs, finalement, ils ont un point en commun, c'est qu'ils consomment de l'énergie, ils ont besoin d'énergie, et on fait tous face à cette crise énergétique aujourd'hui qui pointe le bout de son nez. On sait que ça commence, on ne sait pas exactement quand et comment ça va se terminer. Et c'est vrai que du coup, quand on dit que ce sont des systèmes en fait, qui s'adressent à une multiplicité d'acteurs, pour nous, en fait, la transition énergétique, elle doit être pour tous. Donc, je parlais de l'effet gilet jaune tout à l'heure. C'est vrai que c'est dans l'intérêt de tous les occupants d'un territoire de se mettre autour de la table et de réfléchir à l'autonomie énergétique de demain, à la manière de stabiliser les prix localement. Donc, c'est l'affaire de tous. Et on est vraiment, en tout cas, c'est un des axes de notre stratégie, c'est vraiment, et de notre raison d'être même, c'est d'être dans une démarche inclusive, parce que pour nous, c'est un enjeu sociétal qui est important. C'est-à-dire que notre idée, en fait, quand on fait des communautés, c'est qu'on va mettre en place des panneaux solaires, par exemple, sur des bâtiments et qu'on partage ensuite l'énergie avec les habitants du quartier. Donc là, en l'occurrence, le premier bâtiment qu'on met en place, c'est une école. Donc, les panneaux solaires vont fournir de l'énergie pour l'école, mais également pour les habitants du quartier autour. L'idée, c'est qu'on va être dans une démarche inclusive, puisqu'en fait, on va permettre de donner l'accès à une énergie verte à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'équiper en panneaux solaires, qui n'ont pas forcément ni le foncier, ou bien qui sont locataires, qui voudraient eux aussi s'inclure dans la transition énergétique, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc, cette solution qu'on met en place, elle est vraiment pour démocratiser en fait l'accès à l'énergie verte. Et en ça, on se dit que notre idée, c'est vraiment que la transition, ce soit pour tous. Mais on voudrait aussi que la transition énergétique, ce soit aussi l'affaire de tous, c'est-à-dire que tout le monde se sente concerné par ce sujet. Chacun à son niveau, une collectivité peut s'engager, un particulier peut s'engager juste en achetant l'énergie verte qui est produite près de chez lui, ou bien en prenant des parts dans la société. Et en fait, en impliquant comme ça des acteurs divers, ça va permettre en fait une responsabilisation collective de chacun à son niveau. Quand on met des panneaux solaires sur une école, si les enseignants parlent aux enfants de la transition énergétique, de comment on fournit de l'énergie, les enfants vont en parler à leurs parents, ils vont être sensibilisés en fait à la sobriété énergétique. Donc en fait, en faisant ce genre de projet de coopération, on a aussi une action sur la responsabilisation et sur la prise de conscience de la transition énergétique. Et quand il y a cette prise de conscience, il y a également une meilleure acceptabilité des projets. C'est-à-dire que quand on voit des panneaux solaires qui sont mis en place, notre idée, c'est pas de mettre des panneaux solaires partout, c'est de les faire avec une acceptation environnementale intéressante. Mais du coup, il va y avoir un regard nouveau, parce que quand on dit « oh, c'est moche les panneaux solaires », ça c'est très personnel en fait, mais quand on comprend que les panneaux solaires permettent de générer écologiquement une énergie verte locale, là pour le coup, il y a une acceptabilité qui est plus importante. Donc, en fait, au-delà des éléments de coopération, etc., ce qui est important aussi dans les projets que l'on développe, c'est de voir comment on peut faire évoluer les critères d'évaluation d'un modèle économique. Est-ce que le modèle économique doit être uniquement jugé sur son côté monétaire financier ? Tout à fait. Et, je rebondis d'ailleurs sur les propos de Sébastien Tronchon qui disait voilà, comment est-ce qu'on évalue et sur quelle durée on évalue le bien fondé économique, parce que notre système est quand même très, très axé sur cette unique dimension quand on fait évoluer des modèles comme ceux-là. Donc, dans cette expérimentation qu'on développe, c'était aussi pour voir comment les banquiers, comment les investisseurs, comment les financiers
allaient ou nous jugent aujourd'hui quand on vient leur présenter notre idée, nos business models. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça reste un frein parce que tous ces acteurs continuent à utiliser les formules, les modèles et les mathématiques d'hier pour juger ce qu'on considère être un modèle qui va faire complètement sens dans 10 ans, 15 ans, mais qui pour autant doit être mis en place dès aujourd'hui. Donc, comment faire de l'innovation au travers des filtres traditionnels d'évaluation? Désolé de vous décevoir, je n'ai pas la réponse, mais j'y travaille tous les jours. Et même sans rentrer tout de suite sur les notions de retour sur investissement, quand j'ai rencontré la collectivité locale il y a quelques années, j'ai rencontré donc des élus et des agents de la commune. Une des premières questions, c'était moi, je gagne quoi à faire ça? Le what's in it for me? Donc, on a tous ce premier réflexe de dire c'est quoi mon bénéfice à moi, alors qu'on est sur un modèle, y compris pour Serenison, où on se lance en se disant convaincu que si on arrive effectivement à réaliser ce projet, mais les bénéfices que nous on en tirera sera une conséquence en fait de la pertinence de tout ça. Donc c'est assez compliqué quand on va rencontrer des élus ou des banquiers pour leur dire vous devez investir sur un acte de foi, parce qu'en fait c'est un peu ça. Maintenant, je suis conscient que voilà, on n'obtient pas les investissements ou les prêts qu'on souhaite sur un acte de foi. Donc, on s'organise pour faire une ingénierie financière de notre innovation qui rencontre ces critères. On y arrive, peu ou prou, on y arrive, mais on se heurte effectivement à ce côté de what's in it for me, que ce soit le banquier, que ce soit la collectivité, que ce soit le riverain qui s'y joint. Et ce qu'on a vu avec Alice et puis notre associé Patrice, c'est de dire il faut absolument que dans notre écosystème, on s'entoure de personnes qui sont déjà convaincues pour faire ces proof of concept. Donc effectivement, on a trouvé une banque, la Nef pour ne pas la nommer, qui est très engagée sur ces notions de transition énergétique. On a trouvé des riverains qui étaient déjà engagés dans ce mouvement et qui n'avaient pas forcément la réponse, et quand ils ont vu notre modèle, ont décidé de s'y joindre. Et on a pu effectivement s'appuyer sur quelques élus, pas tous, qui ont pu nous permettre de faire cette preuve. Donc, pour revenir sur le sujet des critères d'évaluation, il faut se faire évaluer en premier par un noyau de personnes déjà convaincues. Notre challenge, ce n'est pas de convaincre tout le monde, mais c'est effectivement d'identifier ces acteurs, de leur montrer que la rentabilité monétaire, elle viendra. Donc, Sébastien Tranchon disait le temps long, donc on est en plein dedans, on est en train d'imaginer un nouveau modèle énergétique qui fait sens aujourd'hui et qui fera de plus en plus sens dans les décennies à venir. Donc, arriver à rallonger le temps des ROI 3 ans sur des ROI 30 ans, et surtout être en mesure d'intégrer dans ces business plans la valeur sociétale et environnementale du projet. Cette valeur environnementale et sociétale, on sait l'écrire noir sur blanc avec des mots. On cherche des façons, parce que ça reste aujourd'hui une focale, de traduire ces évolutions sociétales et environnementales en sous. Donc sur la partie environnementale, étant donné que le carbone commence à avoir un marché et un coût, c'est entre guillemets facile. Sur les impacts sociétaux, c'est là où nos discussions avec les ministères notamment et les collectivités sont importantes, parce qu'ils sont à même de se projeter finalement, et de se projeter en disant oui, j'arrive pas à mettre un euro sur ça, mais je vois bien l'impact lorsqu'on crée une communauté locale d'énergie renouvelable. Si on peut amener cette énergie verte locale à des logements sociaux qui n'ont pas accès à cette énergie aujourd'hui, je vois la valeur. Je vois la valeur, je ne sais pas la chiffrer, mais je suis prêt à vous donner accès à la toiture de mon école si vous vous engagez à fournir cette énergie verte locale à un prix idéalement un peu moins cher à des personnes qui sont en précarité énergétique. Donc, il faut trouver ces chemins, en fait. Ces chemins de traverse qui ne sont pas des ROI qu'on peut mettre sur Excel, mais qui pourtant ont un impact, j'ai envie de dire, en monnaie sonnante et trébuchante, mais peut-être sur d'autres dimensions. Voilà. Merci beaucoup, Donald. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat et dans le fil de conversation, questions-réponses. Vous avez déjà apporté plein de réponses aux questions qui vous sont formulées, mais je vous invite à Alice et Donald de pouvoir le faire. Il est temps de passer la parole à Anne.
Est-ce que Donald, en quelques mots, tu peux conclure? Oui, Alice, je laisse conclure, 2 mots. Oui, en fait, ce qu'on voulait juste dire, c'est qu'en l'occurrence, c'est vrai que pour passer à ce nouveau modèle énergétique, on sent que les différents acteurs ont besoin d'être accompagnés. Et Imatera nous aide beaucoup là-dessus. Et nous, on se positionne aussi comme activateur du changement pour des solutions plus ambitieuses pour le défi climatique et social. Et en fait, on pense vraiment, en tout cas, on essaye de s'y prendre de la manière suivante, créer l'envie, la motivation par l'exemple, parce que des discours, ça ne sert pas à grand-chose, mais montrer que ça marche et montrer qu'on a envie de réussir, ça permet aux gens de nous suivre. Donc, du coup, identifier les acteurs mobilisés ou sensibilisés en tout cas à nos causes. Et puis ensuite, on accompagne la prise de conscience par une approche différente, sans imposer, juste en invitant à nous suivre. Voilà. Merci beaucoup. Désolée d'avoir un petit peu débordé. On est trop passionnés, en fait, c'est ça. Tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup, Alice et Donald, de ce témoignage inspirant. Je donne tout de suite la parole à Anne Giraud. Je te laisse te présenter et nous inspirer, synthétiser comme tu le souhaites. Bonjour à toutes et à tous. Merci Imatera d'avoir organisé cet événement extrêmement inspirant, effectivement. Et merci beaucoup pour toutes ces présentations. Dans un temps assez limité, je vais essayer de vous donner quelques éléments d'inspiration qui font écho à mon expérience. J'ai été pendant les 10 dernières années de ma carrière directrice générale de l'Agence parisienne du climat. Et depuis ma retraite active, je suis présidente de l'association Bilan Carbone et de l'association Renaissance écologique. Et donc, c'est un petit peu ces éléments-là, en fonction de ce que vous avez dit tout à l'heure et présenté, de ma propre expérience, que je vais livrer à la discussion, au débat, peut-être pas maintenant tout de suite, mais par la suite, des éléments de réflexion. Alors, je voulais juste faire juste un petit mot, parce que le thème de cette matinée, il est sous la houlette, sous le mot de l'inspiration. Et je crois que c'est vraiment extrêmement important de puiser au sein de nos inspirations un certain nombre de sujets et de réflexions, parce que là, vous l'avez noté tous, on va avoir besoin de faire un pas de côté, on va avoir un peu besoin de bousculer nos savoirs, de bousculer nos modes de fonctionnement. Et donc, je pense que c'est vraiment utile que l'on puisse, au titre de ces expériences, partager ça et trouver de nouvelles formes d'inspiration. Et ce mot-là est tout à fait juste. Donc, je vais essayer d'y contribuer modestement. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est 3 choses. D'abord, partager un certain nombre de points qui tiennent… c'est quoi les fils rouges, finalement, de la transition? Et vous retrouverez dans ce que vous avez dit et dans mon expérience, 4 éléments de ces fils rouges. Je voulais faire un petit point supplémentaire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur les modèles économiques que vous avez évoqués, et puis terminer par le sujet des récits de la transition qui ont été évoqués par un certain nombre d'entre vous, et terminer par cela. Alors, les fils rouges dans la construction de la solution. Pour moi, ces fils rouges, et vous l'avez évoqué, sont au titre de 4. La première chose, c'est la question de la transition juste. Je crois que ça a été évoqué par certains d'entre vous. Il n'y aura pas de transition qui fonctionne si on ne fait pas, si on ne prend pas en compte les plus faibles, si on ne dresse pas au travers de nos actions l'équité des solutions. Cette équité, elle peut être nationale, et vous l'avez évoqué, la crise des Gilets jaunes, mais elle est aussi internationale, puisque quand on regarde la question du changement climatique, finalement, c'est nous, pays développés, qui avons le plus impacté sur les dérèglements climatiques actuels, et c'est quand même les pays les plus démunis qui en subiront les conséquences les plus fortes à l'avenir. Donc cette question, la transition juste, au cœur des moteurs de transformation, me semble être un premier fil rouge très important. Deuxième fil rouge, la question de la santé publique. Jean-Sébastien en a parlé un petit peu dans son modèle économique. Si on n'adresse pas non plus ce sujet de la santé publique comme un socle essentiel pour que nos sociétés continuent à fonctionner, on l'a vu avec la pandémie, on aura d'autres pandémies, on aura des questions de santé publique qui vont se poser à nous dans les années à venir. Donc, si on ne restaure pas ce socle essentiel de la santé publique, on ne pourra pas progresser, et ce qu'on pourra proposer à l'avenir risque de ne pas pouvoir se mettre en œuvre. Troisième point, et ça a été évoqué par Donald tout à l'heure, et je le remercie d'avoir fait le point là-dessus, la question de la finance.
on a un gros sujet de faire basculer la finance marron vers la finance verte. Et si les financiers ne sont pas autour de la table, et si on ne peut pas arriver à avoir un dialogue nouveau, avoir de bons projets et avoir des financements pour ces projets, reconnaître la valeur de projets dans le sens de la transition qui puissent trouver leur financement et de bonnes conditions de financement, on ne va pas non plus avancer. C'est une question qui est adressée en France par un certain nombre d'institutions. C'est un sujet qui est actuellement mis aussi en tête de gondole à Glasgow avec un certain nombre d'engagements, mais les engagements sont quand même extrêmement forts, mais les mises en œuvre sont quand même extrêmement faibles au regard de cette question du basculement de la finance. Et puis le quatrième point dans ce sujet de la transition, c'est comment est-ce qu'on peut travailler collectivement à la résilience des territoires. Parce que les chocs, on en a eu, on va en avoir encore. La question de l'adaptation au changement climatique que Séverine a abordée au début est essentielle, puisque nous allons continuer à percevoir, à vivre des crises importantes. Et si on ne se prépare pas à ces crises en organisant au niveau des territoires, des collectivités, des entreprises, une forte résilience, eh bien, on va se mettre en danger. Et ça aussi, ça doit être un des fils rouges dans la construction des solutions. Alors, 4 fils rouges. Deuxième point important dans ce que je voulais partager avec vous, c'est la question des modèles économiques. Et là, il est clair, et on l'a vu et on le ressent, qu'on a l'émergence de nouveaux besoins, de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, et que tous ces nouveaux métiers, nouvelles compétences, nouveaux modèles économiques sont créateurs d'emplois de l'avenir. Et les jeunes nous le rappellent, sont très engagés là-dessus. Et ces nouveaux métiers-là qu'il va falloir inventer, on a un sujet de nouveaux modèles économiques et aussi de préparer ces compétences de demain qui vont permettre à ces nouvelles demandes de trouver les nouveaux emplois qui permettront d'aller dans les entreprises. Et dans ces nouveaux modèles économiques, vous l'avez tous évoqué, ces principes-là mettent au cœur la question de la sobriété dans l'usage des ressources, la sobriété dans les usages aussi de ce qu'on l'on fait. Et j'ai bien aimé la phrase, je crois que c'est Jean-Sébastien, avoir assez et pas toujours plus, et je crois que c'est assez juste. Et cette question de la sobriété, elle va être au cœur de ces nouveaux modèles économiques. Et puis, dans ces nouveaux modèles-là, ça a été aussi évoqué l'importance du travail collectif, du partage, des communs. Alors, la question des communs, ce n'est pas juste de faire de l'open source, hein. Ce n'est pas seulement mettre en commun des projets, c'est aussi co-construire ensemble, c'est faire preuve collectivement entre acteurs de plus de civilité, de plus de bienveillance, de plus de fraternité, et de trouver dans la co-construction de ces projets, de ces nouveaux modèles économiques, la façon d'avancer ensemble. Et les témoignages de grandes entreprises comme Michelin ou Decathlon et le témoignage tout à l'heure de Donald et Alice ont bien montré comment ce commun pouvait aboutir à des nouveaux modèles économiques gagnants en phase avec la transition. Et puis, le troisième point qui a été évoqué également, c'est la question des nouveaux récits. Alors, en tant que présidente de Renaissance écologique, cette question des nouveaux récits, elle est au cœur de notre fonctionnement. Et c'est vrai que si on regarde, fait une toute petite perspective historique, on s'aperçoit que quand il y a eu des grands basculements dans l'histoire de nos pays, il y a toujours eu des grands récits artistiques, littéraires, qui ont accompagné ces grandes transformations. On est tous collectivement à la recherche de ces nouveaux récits qui vont nous permettre de passer du constat que ça ne va pas très bien en ce moment sur la planète à des objectifs qui sont affichés, le net zéro 2050, et comme dit Greta Thunberg, beaucoup de blablabla sur ces objectifs, et puis un chemin de confiance qu'on va co-construire ensemble. Ce que vous avez tous proposé, la démarche de Imatera, cette vision aussi qu'on partage là, qui est quand même relativement optimiste, et ça fait chaud au cœur de voir de l'optimisme au sein des acteurs économiques qui témoignent du champ des possibles, sont constitutifs de ces récits. Et on espère bien qu'au travers de ces nouveaux récits, collectivement ou dans les entreprises, au sein des secteurs, on va trouver ces chemins qui, pas à pas, vont nous permettre d'avancer ensemble. Et encore merci à Imatera de nous avoir proposé de témoigner de ça. Et je crois qu'il y a encore
beaucoup de chemin à faire et ensemble. Et moi, je suis tout à fait prête à continuer à avancer avec vous sur la base de ces petits éléments que je voulais vous livrer et du champ immense qui est devant nous pour réussir, parce que je compte bien qu'on puisse réussir. Merci. Merci beaucoup, Anne, de cette analyse des témoignages, de cette ouverture vers d'autres champs. Merci. Nous sommes presque à la fin de cette conférence. Je ne souhaite pas vous mettre en retard, donc je vais conclure. Au nom de toute l'équipe Imatera, j'adresse tous nos remerciements à nos précieux témoins qui ont accepté de partager leurs contributions actives et de nous inspirer. Merci beaucoup à vous. Anne, nous te remercions de tout cœur pour ta présence et ton intervention qui nous encourage, tout comme nos témoins, qui nous portent à poursuivre notre mission d'accompagner les entreprises, les territoires à relever les défis face à l'accélération du monde et puis qui nous encourage aussi à continuer à mener de front la maîtrise des enjeux économiques, qui est notre cœur d'activité, le respect humain et le respect de l'environnement et de l'écosystème des acteurs. Donc, merci de vos témoignages inspirants qui nous encouragent à poursuivre. Nous souhaitons également remercier Eclos et Ecores, nos collègues de Belgique et partenaires précieux de cet événement. Encore tous nos remerciements également à nos partenaires qui ont diffusé, relayé cet événement auprès de leurs réseaux respectifs. Nous adressons également un clin d'œil tout particulier à Caroline Maréchal, qui se reconnaîtra, plein de choses pour toi. Et puis, nous vous remercions également, chers participants, de votre présence aujourd'hui, de l'ensemble des questions que vous avez partagées dans le chat. Vous avez déjà eu quelques réponses, vous en aurez d'autres par la suite. Nous serions ravis et nous avons l'espoir sincère de vous avoir inspiré et nous espérons vous retrouver très, très prochainement. Il est 9h44, nous sommes même en avance pour vous libérer. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe une très bonne journée et une très bonne semaine. À très bientôt, au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. À bientôt, belle journée à tous.